Bonsoir. Eh ben, vous voyez, l'actualité, c'est pas toujours ce qu'on croit, hein, finalement. Parce que on avait l'impression que, en ce moment, l'actualité, la vraie, celle qui justifie qu'on s'y intéresse, celle qui mérite qu'on se penche dessus, celle qui devrait nous conduire à une réflexion, une méditation, une action, c'est, par exemple, le chômage. Ça, c'est un vrai problème, comme on dit, hein. Et oui. C'est un problème qui m'intéresse directement, comme me fait Philippe, parce que Philippe me montre d'un air de dire, c'est pas une honte d'être chômeur, hein. Ça peut arriver à des gens très bien, la preuve. On pourrait imaginer aussi que c'est la situation économique cataclysmique du pays. Cataclysmique. 8000 faillites le mois dernier. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8000 faillites. Ça fait dire 400 faillites par jour ouvrable. Ça veut dire, si je ne me trompe pas, 50 faillites par heure. Ça veut dire en gros une faillite par minute de travail. C'est absolument effrayant. Bon, c'est pas étonnant parce que tout le monde sait, enfin je vais pas vous apprendre ça, mais tout le monde sait que quand vous créez une entreprise, quand vous essayez de créer une entreprise, le premier courrier que vous recevez, c'est pour vous demander de l'argent. C'est les impôts qui vous envoient une note de TVA sur le chiffre d'affaires. Avant même que vous ayez fait rentrer 4 francs 6 sous, on vous dit payer la TVA sur le chiffre d'affaires. Alors on pourrait croire que c'est ça le problème. On pourrait croire que le grand événement d'aujourd'hui, c'est la publication. Qu'est-ce qui se passe? On m'entend pas? Moi je m'entends très bien, j'ai un très bon retour. Vous croyez que ça passe à l'antenne ou pas? Parce que sinon c'est plus la peine que je me fatigue, on arrête, on passe de la musique. Hein, bon, je vais continuer. On pourrait croire que le grand événement du jour, c'est la publication par le Figaro d'un formidable article de monsieur Maurice Allais, prix Nobel d'économie, qui explique ce qu'il en est de la relation entre les taux d'intérêt et le chômage, et qui explique que, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis pas prix Nobel d'économie, je suis même pas prix du certificat d'études d'économie, alors je risque pas d'avoir le prix Nobel. Enfin, ce que j'ai compris de cet article qui est lumineux, apparemment, c'est que peut-être la politique de M. Balladur est pas très exactement celle qu'il faudrait conduire pour sauver le pays. Enfin, on pourrait croire que c'est ça, mais pas du tout. Mais non. Vous avez remarqué que c'est pas ça du tout l'actualité. L'actualité qui intéresse les Français, c'est de savoir... Alors, tapis. C'est de savoir si monsieur, comment il s'appelle, Robert Bernard. Non, le footballeur. Oh, ben lui, c'est un... Si monsieur le footballeur qui avait enterré des sous dans son jardin, il est ou non corrompu. Si monsieur Baruchaga, c'est comme ça qu'il s'appelle, lui? Baruchaga. Jorge. Baruchaga. Si monsieur Jorge Baruchaga a touché ou pas, c'est de savoir... Hein? Baruchaga. C'est de savoir si monsieur, je sais pas quoi, a été là ou pas, pour la grande histoire, qui a eu lieu ou pas, on sait pas. Et surtout, tous ces billets, parce que ça représente beaucoup, c'était des petites coupures. D'où vient le fric? Ah, ça intéresse beaucoup. Dans ce milieu, dans ce monde de corruption totale, de pourriture absolue, ça intéresse beaucoup les magistrats, mais surtout ça intéresse énormément la presse, de savoir si des footballeurs ont touché de l'argent pour ne pas taper dans un ballon, alors que d'habitude ils touchent de l'argent pour taper dedans. Oui. C'est fascinant ça. Hein? Oui, parce que M. Tapie, il était quasiment président de la République. Mais attendez, mais M. Tapie n'est pas dans le coup. Qu'est-ce que vous racontez là? Son club, c'est pas ça. Non, mais M. Tapie. Ça fait désordonné quand même. Ah non, mais écoutez, on peut pas. S'il a déjà un désordre pareil dans son club, c'est alors, pas parce que. Jugez un peu s'il est président de la France. Non, je suis désolé. C'est pas parce que le gérant du MES part avec la caisse que le colonel va en prison. Alors, M. Tapie, c'est le colonel, il est pas au courant, lui, il est au courant de rien. Il a dit d'ailleurs. Il a dit, j'avais pas la signature. Pour les chèques, mais pour les histoires d'argent, a-t-il dit, je ne m'en occupe jamais. Mais c'est évident. Mais d'abord, on peut pas, écoutez, je vais vous dire une chose quand même, il faut qu'on soit bien clair. Il n'est pas du tout question de mettre en doute la parole de M. Tapie. Pourquoi? Premièrement, parce que M. Tapie est un élu du peuple. Et un élu du peuple ne peut pas mentir. Le peuple ne ment pas, la démocratie ne ment pas. Donc M. Tapie dit forcément la vérité. Je dirais même qu'il dit la vérité au carré parce qu'il est ancien ministre. Je dirais qu'il dit la vérité au cube, puisqu'il a été inculpé et il a bénéficié de non-lieu. Donc ça veut dire qu'il est honnête, parce que vous pensez bien que les magistrats
qui gratte comme ça, il cherche. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, dans un régime socialiste, un magistrat qui veut une promotion, son idée fondamentale, c'est quand même d'inculper un ministre. Il se dit, si je pouvais me payer un ministre, ça serait bon pour moi, vous voyez. Donc il gratte, il cherche, il se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'inculper un ministre socialiste dans ce système socialiste? Il cherche, il ne trouve pas. Donc il prononce un non-lieu. Donc M. Tapi, c'est le roi du non-lieu. C'est un élu du peuple, c'est un sportif. Or le sport, c'est la vérité, surtout le football. Et puis en plus, il est riche. Donc il est honnête. Hein? Vous me suivez? Oui, très bien. Les gens riches sont forcément honnêtes, sans ça ils seraient pas riches. Il y a que les pauvres qui sont voleurs. Un riche, il n'a pas du tout intérêt à voler, puisque le fric, il l'a déjà. C'est les pauvres qui volent. Mais c'est évident. Écoutez. Oui, bien sûr. Ben voilà. Donc M. Tapi dit la vérité. Il n'est pour rien dans cette histoire. Moi j'en suis sûr. D'ailleurs, il n'y a qu'à le regarder. M. Tapi, vous regardez M. Tapi. Vous avez les beaux garçons. Oui. Hein? Quand on voit M. Tapi reçu par Mme Anne Sinclair, on se dit quel dommage qu'il ne soit pas connu plus tôt. Vous imaginez s'ils s'étaient mariés et qu'ils aient fait des petits? L'œil câlin et l'œil bleu. Hein? Oh ben là voilà, là. il serait beau. Enfin, à condition de lui mettre des verres de contact comme sa mère au gosse, parce que autrement il n'y a aucune raison d'avoir des yeux bleus. Mais ça serait tellement mignon, hein? Un petit Tapi Sinclair. Non, j'en rêve, vous voyez? Non, pas ça m'a. Mais de toute façon, le football fait rêver. Et ben voilà. Alors je voulais dire ça. Alors il y a un autre monsieur quand même. Bon, donc ça intéresse beaucoup les Français, le monsieur, parce que c'est quand même. Vous allez voir qu'on va arriver à la fin à la démonstration éclatante de l'innocence festonnée de lin candide et de probité, de lin blanc et de probité candide, de monsieur Tapi. Vous allez voir, je suis sûr, je vous le dis au départ, là, vous allez voir. Et donc c'est intéressant. Et il va être président de la République. Ça y est, il revient, ah bon? Ah non, mais écoutez, il faut dire que la République est un système tellement respectable et tellement réussi qu'elle mérite forcément un personnage aussi respectable que M. Tapi. Ils sont faits l'un pour l'autre. La République, M. Tapi est fait pour la République comme la sardine est faite pour l'huile. Vous voyez? Alors, le problème, c'est qu'il y a plutôt surabondance dans ce domaine, en ce qui concerne la République. Parce qu'il y a un autre personnage qui est quand même un parangon des vertus républicaines, c'est M. Noir, M. Michel Noir. Alors, M. Michel Noir, lui aussi c'est un élu du peuple, donc forcément honnête. Deuxièmement, il est maire d'une grande ville, la deuxième ou troisième ville de France, on ne sait pas très bien. Il y a bagarre d'ailleurs entre Marseille entre les deux. Et Marseille et Lyon, comme toujours. Comme il y a bagarre entre le premier honnête homme de France, est-ce que c'est M. Tapi ou est-ce que c'est M. Noir? La deuxième ville de France, est-ce que c'est Lyon ou Marseille? On ne saura jamais. Enfin, une des deux, donc Lyon est deux ou troisième. Pour faire plaisir aux Lyonnais, je dirais deuxième, mais si les Marseillais y tiennent, je suis tout à fait d'accord pour que ce soit la troisième. Alors donc, M. Noir est maire de la troisième ville, ou de la deuxième ville de France, et donc il est forcément honnête. Puisque M. Chirac étant maire de la première ville de France et étant honnête, il n'y a pas de raison que le maire de la deuxième ne le soit pas. Vous me suivez toujours? Toujours. Je me cramponne. Et en plus, M. Noir, c'est un honnête. Il est honnête parce que politique, il est honnête parce qu'il est du peuple, il est honnête parce qu'il est maire d'une grande ville, et en plus, il est honnête comme sur le plan politique. C'est-à-dire que lui, il a dit un jour, plutôt perdre les élections que perdre son âme en s'alliant à monsieur... Ah voilà, j'ai oublié le nom. Alors, c'est formidable comme discours. Vous vous rendez compte? Pour un homme, parce qu'il vit de la politique, monsieur. Bon, il vit modestement, puisque, je vous signale, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans quel journal c'est écrit? J'ai déjà oublié. Il me semble que, est-ce que c'est dans Le Monde, est-ce que c'est dans Le Point? Ou non, c'est dans Libération, d'hier, où ils expliquent que, en 1990 et 1991, je dis bien que c'est Libération qui le dit, c'est pas moi, hein. Moi, je me contente de répéter ce que dit Libération. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils le sachent. Voilà. Donc, en 1990 et 1991, monsieur Michel Noir, nous dit Libération, a fait des déclarations de revenus non imposables. Vous voyez? Oui, c'est pas beaucoup. Ça prouve qu'il n'est pas riche, quand même. Oui. C'est vrai. Alors, ça prouve qu'il est honnête, puisqu'il était déjà maire de Lyon à l'époque. Et on sait qu'un maire de grande ville, quand même, il peut toucher de l'argent, enfin, il peut, honnêtement d'ailleurs. Mais lui, il est tellement honnête que même étant maire de Lyon, il arrive à déclarer des revenus qui sont pas imposables. Hein. Alors, je sais pas, qu'est-ce que c'est le minimum pour parce qu'il est marié, père de famille, il doit avoir. Ça, c'est un ménage où il y a 3 parts. Donc, ménage de 3 parts non imposables,
À mon avis, ça va pas très haut. Hein. C'est des mois à 8-9 000 francs, ça. 12 000 peut-être. Hein. Eh ben, c'est bien la preuve qu'il est honnête. Parce que s'il voulait du fric, il pourrait en avoir. Hein. Eh ben non, il n'en a pas. Alors, le Point de cette semaine nous explique que M. Noir, il a été convoqué par le juge Courroye de Lyon dans l'affaire Botton. Vous savez que l'affaire Botton, c'est une affaire de justice, une enquête de justice qui a été ouverte à la suite de soupçons de malversation, de détournement de fonds, d'usage maladroit de biens sociaux, d'abus de biens sociaux, qui auraient été commis par Pierre Botton. Pierre Botton étant le gendre de M. Noir. Et Pierre Botton a dit, au cours de ses nombreux interrogatoires sur cette affaire, que oui, peut-être qu'il y avait eu des maladresses dans sa gestion, mais que une partie de l'argent quand même avait été consacré à soutenir les activités politiques de son beau-père. Alors, Michel Noir. Donc on a convoqué M. Michel Noir. Oui. Et le Point nous explique que le juge Courroye, en regardant les factures du dossier, il est tombé sur une facture qui était rigolote parce que c'était pour la société Vivien. C'est compliqué mon histoire, mais c'est intéressant quand même, vous verrez. La société Vivien, c'est le nom d'une des sociétés de M. Pierre Botton. Vous me direz que ça aurait été plus simple qu'il l'ait appelée Société Botton, mais il a voulu l'appeler Société Vivien, c'est son problème. En tout cas, il y avait une des factures qui était une facture de 58 200 francs, c'est-à-dire, je parle pour les vieux comme moi qui parlent encore en ancien francs, 5 820 000 francs, ou pour ceux qui parlent moitié-moitié, 5 820 000 centimes, d'achat de tissu. Alors le juge Courroye, il s'est dit, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce tissu? Alors il a dit à M. Botton, Monsieur Botton, vous faites quoi avec ce tissu? Parce que la société Vivien, c'est pas une société de haute couture, c'est une société de pharmacie. Alors dans les pharmacies, on vend pas de tissu. Pourquoi avez-vous acheté 58 200 francs ou 5 820 000 centimes de tissu au tailleur Tcherouti, qui, au demeurant, n'est pas un marchand de tissu, mais un marchand de costumes? Alors M. Botton a dit, j'ai acheté un manteau. Un grand manteau. Bah oui, attendez, vous ne croyez pas si bien dire. Pour mon beau-père. Comment ça, un manteau pour votre beau-père? Bah oui, c'était un manteau pour mon beau-père. Ah bon? Alors on a dit à Monsieur Noir, est-ce que c'est vrai que vous avez reçu un manteau de votre gendre? Bah il dit oui, j'ai reçu un manteau de mon gendre. C'était un cadeau de Noël. C'est la moindre des choses, un cadeau de Noël. Un gendre qui fait un cadeau de Noël à son beau-père, est-ce que c'est pas normal, ça? Hein? Oui, c'est normal. Bon, alors il offre un manteau. Moi, j'ai bien, exactement, comme dit Philippe. Hier, c'était mon anniversaire de mariage, ma femme m'a offert une montre. Voilà. Je pense que le Jules Courroye va pas faire une histoire à ma femme parce qu'elle m'a offert une montre. Non. Bon. Et ben alors, pourquoi il fait des histoires à Botton? Parce qu'il a acheté un manteau à son beau-père. Tout ça, c'est parce que Botton, c'est Botton et que le beau-père, c'est Noir. Alors, vous me direz, un manteau de 58 000 francs. C'est cher, quand même. Oui, mais c'est cher outil, d'une part. Et puis, je vous signale que Noir, il fait 2 mètres. Oui. Il en faut du tissu. Si c'était un manteau offert à Léniel, c'est Léniel qui s'appelle? Ce serait moins. Bon, ça vaut 3 sous. Hein. Prenez une bobine, 2 épingles, 2 aiguilles à tricoter, et en 5 minutes, vous avez fait un manteau pour Léniel. Mais pour Noir, il faut au moins 54 km de tissu. Alors 58 200 francs, c'est pas cher. Et Michel Noir croyait en toute bonne foi que c'était un cadeau de Noël. Et Botton, lui, il croyait qu'il avait fait ce cadeau-là parce qu'il trouvait que son beau-père était sapé comme l'as de pique et qu'il voulait l'équiper pour qu'il puisse faire une carrière politique. Parce qu'on vit dans un monde où pour faire une carrière politique, il faut être bien habillé. Si vous arrivez en tricot de peau à la télévision, nul, 0 voix, balle pot l'élection. Tandis que quand vous arrivez avec un manteau de 58 200 balles, l'électeur se dit, oh dis donc, il est riche celui-là, donc il va pas profiter de son élection pour me piquer du fric. Votons pour lui. Vous voyez, c'est ça la démocratie. Donc, alors, tout ça pour vous dire, n'élisez jamais de pauvre, parce que le pauvre est voleur. Hein? Enfin, il est soupçonné d'être voleur. Quelle démonstration. Alors après, le juge Courroye, non, c'est pour vous dire que, je reviens au départ, parce que tout ça est parfaitement logique, ce que j'explique. Ah, hein. oui, Ça n'a pas l'air. Mais je vous parlais de Bernard Tapie, qui est tellement honnête qu'il va certainement un jour arriver à être président de la République, sauf si Michel Noir, qui est aussi honnête que lui, décide lui aussi de devenir président de la République. Et j'ai fait la démonstration que Tapie était parfaitement honnête, et maintenant je fais la démonstration que Michel Noir est parfaitement honnête. Donc le juge Courroye, il a continué à fouiller dans les dossiers de l'affaire Botton, et il est tombé sur une autre facture. Une autre facture, surprenante. Une facture de 20 000 francs,
payé à monsieur Bocuse. Alors il faut savoir que monsieur Bocuse, c'est un... Si vous savez pas ça, vous savez rien. Moi, je suis jamais allé. Mais la réputation est là. Mais j'ai quand même entendu... rien qu'en entendant le nom. Par mes amis qui ont des sous, des riches. Je connais des riches. Un jour même, j'en ai invité un à cette émission. Un an après, il était en prison. Enfin, c'est pas de ma faute, je suis pour rien. Il n'empêche qu'il était riche. Maintenant, il l'est plus. Mais au moment où je l'ai invité, il était réellement riche. Et alors, donc, lui m'avait parlé de Bocuse un jour. Donc, c'est un grand restaurant extrêmement cher. Et alors, dans le dossier de l'affaire Botton, il y avait une facture de 20 000 francs pour payer un repas, enfin des repas, quand même pas un seul, chez Bocuse. Alors, le juge Corot a dit à monsieur Botton, qu'est-ce que c'est que cette facture-là? Et monsieur Botton a dit, c'est un déjeuner que j'ai payé pour mon beau-père. Pas à mon beau-père, pour mon beau-père. Alors le juge Corot a dit à monsieur Michel Noir, mais qu'est-ce que c'est que cette facture, Michel Noir? Tout ça, je l'ai lu dans le Point, hein, je précise. Ne croyez pas que j'invente, hein. C'est dans le Point, c'est sérieux. C'est pas dans un journal pas sérieux. Non. Non, pas le Point comme ça, le Point P-O-I-N-T, Philippe. Enfin, faites un effort, suivez un peu. Donc, Michel Noir a dit, mais oui, j'ai invité, c'est quand j'étais ministre du commerce extérieur, qui est d'ailleurs assez extérieur au commerce, faut bien dire, j'ai invité mes collaborateurs du ministère à manger chez Bocuse, et puis voilà. Alors le juge Corot lui dit, mais ça vous a pas étonné de pas payer? Ah il dit, vous savez, quand on est ministre, on paye pas directement, bien sûr, on dit on dit au cuisinier, enfin au chef, au patron du bistrot, vous enverrez la note au ministère. Alors le juge Corot lui dit, mais ça vous a pas étonné de pas recevoir la note? Oh il dit non, je pensais que Bocuse avait oublié, ou alors qu'il avait été généreux. Mais si j'avais su que c'était mon gendre qui payait, alors là, j'aurais réagi, bien sûr, je me serais pas laissé faire. Vous voyez l'astuce? Quel malheur d'avoir un gendre. Quel malheur d'avoir un gendre. Ça veut dire que quand monsieur Noir, ministre, va dans des grands restaurants chers, il trouve tout à fait honnête de faire payer son édition par le ministère, parce que ça, c'est normal. C'est le contribuable qui paye. Mais quand c'est son gendre qui paye, il trouve pas ça correct. Vous voyez? Et non. Alors tout ça pour vous dire, quand même, c'est un monsieur qui a une conception extrêmement rigoureuse et croyez pas que c'est du deuxième degré, hein, je parle complètement au premier degré, là. Non, on voit bien. On n'est pas là. Hein, c'est un homme qui a une conception extrêmement rigoureuse de la fonction politique. Donc maintenant, quel est le problème? Eh bien, on a un problème dramatique, c'est qu'on est en face de deux candidats qui sont ni de droite ni de gauche, bien au contraire, et qui sont tous les deux aussi honnêtes et sympathiques. Et puis en plus, qui sont beaux. Vous avez vu comme ils sont beaux? Ouais. Noir est beau, si, il est beau, et il joue de la contrebasse. Non, pas de la contrebasse. Ouais. Du violoncelle, il joue. D'ailleurs, il joue tellement de violoncelle que son gendre lui avait offert pour Noël, il s'embête pas à Noël. Pardon, s'embête pas à Noël. Oui, c'est vrai. Hein, avec le manteau, lui avait acheté. Il lui a offert un archet. Vous savez ce que c'est un archet? C'est beau. Vous savez combien ça coûte un archet? Non, je ne sais pas. Et celui-là, il a coûté 8500 francs. Chez Monsieur Botton, c'est spécial. 8500 francs. Vous voyez un archet, qu'est-ce que c'est un archet? C'est un bout de bois avec du poil. 8500 francs. Oui, mais tout de même, un peu. Et, attendez, c'est pas tout. Et un jour, alors Monsieur Noir est parti en vacances à Saint-Tropez, parce que où voulez-vous aller en vacances sinon à Saint-Tropez? Vraiment, bon, surtout quand on est un homme politique honnête. Il est allé en vacances à Saint-Tropez dans un hôtel de luxe, où il était invité d'ailleurs par son gendre, mais ça c'est la moindre des choses. C'était pas pour Noël, ça c'était pour Pâques qu'il a eu l'invitation. Et il a commencé à jouer du violoncelle avec son archet à 850 000 francs, enfin 8500 francs. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La porte s'est ouverte et il a eu la surprise de voir apparaître qui? Son professeur de violoncelle, qui est un virtuose international, et qui lui a dit, écoutez, c'est extraordinaire, je suis en vacances dans l'hôtel à côté. Vous voyez, quelle coïncidence formidable. Donc j'ai entendu que vous jouiez, je suis venu vous dire, non, vous devriez tenir l'archet à 850 000 francs, un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Et alors Noir lui a dit, mais enfin c'est incroyable, vous êtes dans l'hôtel à côté. Oui, j'étais invité par un certain monsieur Botton. C'est pas vrai, non? C'est superbe. Des coïncidences comme ça n'arrive que dans la vie politique et au cinéma. Hein?
Alors donc, Monsieur Noir s'est trouvé avoir son professeur de violoncelle qui était logé par son gendre dans l'hôtel à côté. Donc il a pu, pendant toutes les vacances à Saint-Tropez, prendre des leçons de violoncelle. Entre nous, ça devait drôlement le faire tartir, parce que moi, si j'allais en vacances à Saint-Tropez, j'aurais autre chose à faire que de jouer du violoncelle. On dirait, il y a assez peu de chances pour que j'aille en vacances à Saint-Tropez. Enfin, on sait pas, je peux être invité par Botton, par exemple. Et vous n'avez pas de violoncelle, de toute façon. En plus. Mais si je voulais, je pourrais en avoir un. Entre nous, heureusement que il jouait pas du piano avec eux. Oui, c'est sûr. C'est plus difficile à transporter. Vous savez qu'un de nos auditeurs vous dit « Attention, Serge, attention, certains noms sont à proscrire dans vos émissions. Gare au procès !» Ah non, mais là, au contraire, je prends la défense des gens. Écoutez, ça fait des années... La défense des intelligents, alors, quand même. Non, ça fait des années qu'on dit les hommes politiques ceci, les hommes politiques cela. Non. Moi, je dis les choses comme elles sont. Il faut reconnaître une chose, c'est que ces gens-là se sacrifient pour l'intérêt supérieur du pays. Vous avez qu'à regardez la... Vous voyez la tête de Bernard Tapie en ce moment? Vous croyez qu'il a l'air de s'amuser? Non. Bon, il a une petite mine chez Claire Chazal. Vous pensez que si on lui donnait le choix, il préférerait pas être crémier en gros à la Ferté-sous-Jouarre? Je ne suis pas sûre, mais enfin, non. Il serait peut-être plus calme. Bon, enfin, et Monsieur Noir... Bon, enfin, voilà. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, notre problème, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire en 95 quand on va être confronté à ce choix inextricable entre honnête Tapie et honnête Noir? Ils feront comme moi, ils voteront pour quelqu'un d'autre. Oh, bah voilà, tout de suite les solutions évidentes. Alors ça, franchement, vous me décevez beaucoup. Vous me décevez beaucoup. Ah, bah, je suis dans la tristesse de vous décevoir. Ah, je déçois beaucoup en ce moment. Alors attendez, est-ce que je peux vous demander pour qui vous allez voter? Oh, je ne sais pas encore qui sera candidat. Peut-être pour vous, Serge, si vous êtes candidat. Oui, ça, il y a des chances, oui, effectivement. Je sais pas, je verrai, je vais réfléchir. Alors voilà, je voulais vous dire ça me paraît quand même important, et puis je voulais vous dire autre chose. Le deuxième sujet, beaucoup plus important que le chômage et la crise économique, qui, entre parenthèses, à mon avis, dans 2 ans, nous transforme même pas en république bananière. On va envier les Indes. Vous allez voir ce qui va se passer. Il faut lire le papier de Maurice Allais dans le Figaro de ce matin. Il faut le lire. C'est un papier formidable. Dans 2 ans, ça y est, on sera probablement au-dessous de... Oh, ça va s'il y a encore 2 ans. On a tout le temps. De la Somalie, tiens. On verra arriver les gangsters somaliens qui nous rapporteront le riz qu'on leur a donné l'année dernière et dont ils savent absolument pas quoi faire. Alors, il y a une autre histoire qui est tout à fait intéressante, c'est l'énorme affaire. Si vous lisez Le Monde, Libération, Le Canard enchaîné, tout le monde est là-dessus. C'est les liens secrets entre l'extrême droite et le Parti communiste. Tout de même. Alors, je voudrais vous lire une lettre, qui est une lettre ouverte, donc j'ai le droit de la lire, qui a été adressée par Monsieur Patrick Goffman à Monsieur Le Sourne, gérant du Monde. Alors, il faut dire que Patrick Goffman, c'est un communiste, sympathisant, électeur. Je sais même pas s'il n'est pas membre du Parti communiste, sous réserve, qui dit pour une raison inextricable, j'ai jamais bien compris pourquoi il dit ça, mais il l'a écrit plusieurs fois, il dit, moi je suis doublement juif. Donc il dit ça, il dit je suis doublement juif et communiste, alors voilà, je vais vous lire la lettre, parce qu'il est collaborateur épisodique du Choc du Mois. Ah oui. Et pour un communiste, c'est quand même bizarre. Alors, parce que le Choc, c'est pas vraiment un journal sympathisant communiste. C'est là la collusion. Alors voilà, alors il a donc été mis en cause dans Le Monde, et à la suite de quoi, il a écrit la lettre suivante. À Monsieur Le Sourne, directeur du Monde. Mon bien cher frère, il y a un auditeur qui dit, on est à Radio Courtoisie ou dans une loge de concierge. C'est drôle parce que je signale à cet auditeur, au cas où ça l'intéresse pour l'anecdote, que les locaux de Radio Courtoisie sont installés dans une loge de concierge. Parce qu'on est une radio d'extrême droite, comme disent les journaux, donc riche, parce que le fric étant à droite. Alors on s'est installé dans une loge de concierge, ce qui est un signe de richesse. Alors donc je vous lis la lettre de Patrick Goffman à Monsieur Le Sourne, gérant du Monde. Mon bien cher frère, je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça, mais c'est leur affaire. Un ami me met sous le nez le journal Le Monde, hypocritement daté du 26 juin, mais déjà vieux du 25. Cet ami sait que je ne lis jamais votre quotidien, comme 98% des Français. Aujourd'hui, j'aurai tort, car vous avez la gentillesse de signaler en première page mon interview d'Édouard Limonov dans le Choc du Mois, interview, ouvrez les guillemets, car c'est Le Monde qui parle, menée par Patrick Goffman qui se vante de voter PCF tout en collaborant au mensuel Le Péniste. Fermez les guillemets.
Et Goffman continue, ce serait tout de même plus gentil de signaler mon article apparaître en juillet 93 dans Le Choc, mieux vaut 68 arts que jamais, très émouvant, ou encore mon essai, Jean Dutour, apparaître aux éditions du Rocher. Car l'interview de Limonov qui attire votre attention date de juillet 92. Grâce à vous, Le Choc recevra sans doute quelques dizaines de commandes de ce vieux numéro. Convenez que ça ne fait pas lourd. Vous savez pourtant combien souffre la presse écrite. Que nos titres les plus prestigieux peuvent avorter un magazine après 3 ans de poussée continue. J'en arrive même à me demander, poursuit Goffman, s'il n'y aurait pas quelque malveillance sous la publicité soudaine que vous nous faites. Le public, en effet, pourrait être troublé d'apprendre qu'un électeur communiste sur 4 millions collabore au mensuel Le Choc qui passe pour le péniste. Et je pourrais être amené à lui dire, c'est toujours Goffman qui parle, que j'ai trouvé plus de liberté et de pain dans cette presse sulfureuse qu'auprès de certains quotidiens mi-jésuites, mi-dominicains. Je pourrais être amené à révéler au public qu'il y a moins d'antisémites dans la presse de droite que dans celle de gauche, qu'ils sont moins hypocrites et que c'est un plaisir que de raisonner fraternellement les égarements de ces gens sincères et malheureux. Plaisir plus délicat que de hurler au loup et au fascisme dans la maison de retraite qu'est devenue la France, en bon agent électoral de Fabius, en bon marchand de tapis. Comme je ne veux, de tapis, PIE, bien sûr. Comme je ne veux pas arriver à de telles extrémités, dit Goffman, je cherche à comprendre quelle mouche vous a piqué. Quel tort vous ai-je causé, mon cher frère? Je tends l'autre joue, je tâche à comprendre votre agitation. Ça y est, j'ai compris. Monsieur Lezourne, vous êtes un bon gérant et un grand économiste. Vous ripostez à mon refus de payer le faire-part de mariage que j'ai publié dans Le Monde en 1987. Affreux malentendu. Expédiez-moi le numéro 52 du Monde de l'éducation que je vous ai payé cash rue des Italiens en 1980 et que j'attends toujours après 13 ans et 5 réclamations. Je paierai mon faire-part par retour. Est-ce bête de se fâcher pour si peu, d'autant que je suis bien d'accord avec l'article où vous signalez mes activités. Quand j'y pense, il est intolérable en effet que nationalistes et communistes se permettent de poser leurs armes émoussées pour dialoguer par-dessus votre tête, sinon derrière votre dos. Voilà, alors je continue pas la lettre parce que c'est un peu long, mais vous voyez, ça c'est des choses importantes de l'actualité. Et on parlera de la crise et du chômage un autre jour. Et justement, là, il y a une auditrice qui vous demandait de parler de l'attaque de Bagdad par les Américains. Bon, écoutez, moi je pense important. Que voilà, on va faire un petit parallèle, si vous voulez. Vous imaginez que, tiens, je dis n'importe quoi, que ma femme ait été attaquée par 2 Maghrébins dans ma maison. Hein, vous imaginez ça, par exemple? Et moi, je réunis une bande de copains, on prend des matraques, et on descend dans le premier immeuble du quartier qui est occupé par des Maghrébins, et on casse tout, et on casse la figure de tout le monde. En disant, ils ont essayé, il y a 3 mois, ils ont essayé il y a 2 ans, nous faire un croche-pied dans l'escalier. Voilà. Alors, c'est des méthodes. Bon, alors le lendemain, on nous dit, l'opération a parfaitement réussi, la cote de popularité de M. Clinton a augmenté de 11 points. Alors moi je dis la chose suivante, c'est très très bien de faire augmenter sa cote de popularité en jetant des bombes. J'espère qu'il n'y a pas eu plus de 11 morts, parce que ça veut dire 1 mort par point de popularité, c'est très bien. Il dit 7. Ah vous voyez, il n'a même pas pu faire 1 point de popularité par mort. C'est des méthodes intéressantes, mais enfin, la part de Clinton, ça m'étonne pas du tout. Moi je considère, je l'ai écrit d'ailleurs, que Clinton est le plus grand comique vivant juste après Michel Boujna, vous voyez. Hein, donc non, c'est inqualifiable, mais donc on va pas essayer de le qualifier. Voilà. Qu'est-ce que j'étais pour dire? Oui, alors j'allais parler de la crise. Eh bien, on va parler de la crise sous un angle un peu particulier, puisque j'ai été reçu hier par quelqu'un qui n'avait pas la possibilité de venir, non, avant-hier, par quelqu'un qui n'avait pas la possibilité de venir aujourd'hui en direct à ce micro, et qui est quand même un personnage important, puisqu'il s'agit de Jean Miot. Alors il faut savoir que Jean Miot est l'un des grands patrons, on peut dire, l'un des grands patrons des organisations professionnelles de la presse en France aujourd'hui, c'est-à-dire il est le patron de l'OJD Contrôle Diffusion, il est également il est directeur délégué du Figaro, et il est, depuis très peu de temps, président de la Fédération nationale de la presse française. Ce qui n'est pas rien. Accessoirement, il est berrichon, enfin il va nous dire tout ça. J'ai donc enregistré un entretien avec lui sur la situation de la presse en général, et je pense qu'il dit des choses qui sont intéressantes. Jean-Miot, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'être élu président de la Fédération nationale de la presse française.
C'est bien le titre? C'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est que cet organisme? Parce que c'est d'autant plus intéressant que la situation de la presse en ce moment n'est pas bonne et qu'elle fait l'objet d'une grosse agitation politique et médiatique. Alors, d'abord, j'ai été élu, sans doute pour une raison, c'est que, comme chacun sait, je suis un fou de l'écrit, et ils m'ont sans doute reconnu. La Fédération de la presse française, c'est en fait une confédération qui réunit 7 syndicats, d'abord des syndicats de quotidiens, la presse quotidienne parisienne, la presse quotidienne régionale, la presse quotidienne départementale, ainsi que les hebdomadaires de province qui sont assimilés à des quotidiens. Vous ajoutez à cela la Fédération de la presse hebdomadaire et périodique qui regroupe les grands magazines, la presse hebdomadaire parisienne qui réunit les grands news, et enfin la Fédération de la presse spécialisée qui réunit près de 1400 titres qui sont des journaux professionnels et spécialisés ou associatifs. Ça représente plusieurs centaines de titres. Ça représente en tout 3500 titres. 3500 titres. Est-ce que ça veut dire que ça peut jouer un rôle de lobby, une organisation comme ça? Je ne pense pas. En revanche, ce qui est nécessaire, et c'est une des réformes apportées, c'est que cette profession s'organise en lobby. Vous savez, ce qui me frappe, c'est quand on compare la puissance des organisations professionnelles de nos voisins britanniques ou allemands à, je dirais, à la petitesse des moyens de la presse, des organisations professionnelles de la presse française. De même, d'ailleurs, je le dis souvent, que les groupes de communication français sont des épiciers de village, je pèse mes mots, à côté des Bertelsmann et des Murdoch. Les organisations professionnelles anglaises, par exemple, il y a une organisation qui regroupe toutes les formes de presse sauf la presse nationale, qui elle seule est une immense fédération en Angleterre. Il y a 60 permanents. Oui, ce sont des organisations capables d'aider véritablement la profession. En France, nous manquons de moyens et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut s'organiser et notamment quand je pense lobby, je pense à l'Europe, je pense aux fonctionnaires eurocrates qui ont en permanence des démangeaisons de plumes et qui rédigent des directives sur des sujets dont ils ignorent absolument tout et qui traitent par exemple de la presse comme on traite du textile ou de la sidérurgie ou de la savonnette. Alors que la presse, c'est clair, le journal, cela relève essentiellement du principe de subsidiarité, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'il n'y a pas de journaux qui s'exportent. On n'exporte pas, on n'importe pas des journaux, on exporte ou on importe du savoir-faire, mais on ne vend pas, ou très peu de journaux français à l'étranger, enfin des journaux tels qu'ils sont publiés en France. Il y a donc là à surveiller de très près ce qui se passe à Bruxelles, ce qui se passe à Luxembourg, ce qui se passe à Strasbourg, et ça nécessite donc de véritables organisations de lobbying. Alors, Jean-Miot, vous l'avez dit vous-même, et c'est connu, vous êtes un fou de l'écrit, vous êtes un fou du journalisme, et on voit d'ailleurs dans votre bureau où on fait cet entretien une très vieille machine à écrire qui est en exposition vedette, je dirais, dans le bureau, qui montre que... C'est une machine portative de correspondant de guerre de 1914. Voilà, donc c'est pratiquement ce qu'on fait de plus ancien en matière de machine à écrire portative. Pratiquement. Alors ça montre très bien que vous êtes très attaché à l'histoire de la presse, dont vous êtes d'ailleurs, par ailleurs, un connaisseur très très pointu. Vous êtes également une personnalité du monde de la presse, parce que vous êtes président depuis peu de la Fédération nationale de la presse française, mais vous avez d'autres responsabilités dans des organismes consulaires, c'est comme ça qu'on dit? Non, professionnels, disons. Dans des organismes professionnels. Le plus important, si vous permettez, et Dieu merci d'ailleurs, vous le savez mieux que quiconque, mon cher Serge, je ne me prends toujours pas au sérieux. Il y a un organisme extrêmement important qui est un outil fondamental de la presse, qui est diffusion contrôle et l'office de justification de la diffusion. C'est ce qu'on appelle l'OJD. C'est l'OJD. C'est ce qui permet de mesurer la diffusion des journaux. Depuis quelques années,
on ne parlait qu'en termes d'audience. Moi, je suis frappé par l'importance que l'on accorde au calcul d'audience de la télévision qui prétend nous donner des résultats à la seconde près. Moi, j'affirme que la télévision, que les calculs d'audience de la télévision nous donnent le nombre de postes qu'on allume, mais pas forcément le nombre de téléspectateurs qui regardent. Il y a eu récemment une étude remarquable qui a été faite par M. Laborie et qui démontre que, en termes de temps utile publicitaire, le lecteur qui voit plusieurs fois pour le même prix pour l'annonceur une réclame, comme on disait naguère, imprimée sur du papier, c'est beaucoup plus efficace qu'une image fugitive et zappée sur un écran de télévision. Alors ça, c'est votre réflexion de président de l'OJD. Je rappelle que vous êtes également membre du directoire du Figaro, oui. Ce qui n'est pas non plus une fonction négligeable, ce qui vous permet d'ailleurs de rester en prise directe sur l'univers de la presse, non pas en tant que participant aux organismes professionnels, mais en tant que journaliste continuant à exercer et à écrire. Pas aussi souvent que je le souhaiterais. C'est une petite frustration, mais finalement c'est peut-être un bien pour les lecteurs. Bon, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, puisque je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de protestations quand vous faites un papier. Mais alors la question que je me pose, c'est celle de l'explication que vous pouvez apporter à ce phénomène très très curieux que vous nous expliquez à l'instant, c'est-à-dire l'existence d'une puissance professionnelle, d'une puissance économique qui représente 3500 titres de journaux, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers d'employés, de travailleurs, de cadres, de journalistes, etc. Et l'incapacité dans laquelle cette force se trouve d'agir sur ce qu'on pourrait appeler les préconisateurs, c'est-à-dire les hommes politiques qui gèrent le pays, alors que tous les hommes politiques sont à plat ventre devant la presse. Alors, comment expliquez-vous cette espèce d'impossibilité dans laquelle la presse se trouve de se faire entendre et de faire entendre ses revendications? Il y a deux raisons. La première, c'est que je pense que la presse pêche par trop grande pusillanimité. De temps en temps, elle devrait faire entendre sa voix, et je ne suis pas convaincu que le monde politique soit à genoux devant ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, ce qui reste d'ailleurs à démontrer. Mais il est certain que si nous voulions nous en donner la peine, nous représentons une force de frappe non négligeable. Alors, pardon de vous couper, mais à cet égard, quelle est votre attitude par rapport à cette initiative qu'a eu le patron du Parisien récemment, qui, n'arrivant pas à joindre M. Carignon au téléphone, a sorti une édition pirate de son propre journal, intitulée « Carignon a disparu ». Est-ce que ça vous paraît de nature à faire évoluer le débat? Non, mais c'est la démonstration de ce que je viens de dire, à savoir que nous pêchons par pusillanimité. M. Carignon ne répondait pas au téléphone. Le Parisien, comme vous le savez, a fait une édition spéciale, tirait une centaine d'exemplaires, remarquablement bien faite d'ailleurs, avec une Carignon a disparu, une double page expliquant que M. Carignon ne répondait plus, et il en a fait déposer quelques exemplaires le matin au ministère. Dans le quart d'heure qui suivait, il avait un rendez-vous. Bon, c'est la démonstration que nous avons une force que nous ne savons pas utiliser. La deuxième raison, c'est que vraisemblablement la fédération de la presse française, c'est d'abord une confédération. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle se compose donc de cette famille. C'est un jeu de cette famille. Et c'est d'ailleurs un de mes projets. Je pense qu'il en est de la presse comme de l'Europe. J'entends par là qu'il y a des sujets qui relèvent strictement du principe de subsidiarité et qui doivent être traités par chacune des 7 familles, parce que c'est un problème spécifique. Il y a des problèmes qui sont directement liés à la presse spécialisée ou à la presse hebdomadaire de province. Ça, c'est à traiter au sein de la famille. En revanche, quand il s'agit de très grands sujets, comme par exemple la bataille du taux de TVA 0, qui est une des aides à la presse pour lesquelles il va falloir que nous nous battions,
Là, il ne faut pas jouer au jeu des 7 familles. Il faut que la Confédération de la presse française devienne une véritable fédération avec les 3 composantes, car nous ne sommes que 3. Il y a la grande famille des quotidiens, nationaux, régionaux, départementaux et hebdomadaires de province. Il y a la grande famille des publications, magazines, périodiques et news, comme on dit. Et puis il y a la grande famille des professionnels et des spécialisés. Donc le jour où nous avons à débattre d'un sujet aussi important que la TVA ou que la révision de la grille tarifaire postale, si on y joue à 7, on n'y arrive pas. Si on fait ce que j'appelle un exécutif restreint, ce que je veux créer très rapidement, là nous pourrons avancer. Jean-Miot, quel est votre diagnostic sur l'état actuel de la presse? On dit que la presse est malade, on dit qu'elle est même à l'agonie. Alors, d'abord, quel est son état de santé? Deuxièmement, quels sont les agents infectieux, si la presse est malade, qui l'ont rendue malade? Et troisième partie de cette question, quel remède proposez-vous? Alors, je vais peut-être vous étonner, je vais vous dire que premièrement, la presse, bien sûr, est malade, mais quand on se demande s'il s'agit d'une fièvre passagère ou d'un mal pernicieux qui la ronge, je réponds c'est une fièvre passagère. Deuxièmement, si elle est malade, c'est qu'elle est malade d'elle-même. Bien sûr, il y a la conjoncture, les 2 phénomènes, les 2 maladies qui la frappent, c'est, vous le savez, la récession publicitaire terrifiante, et qui n'est pas seulement conjoncturelle, mais qui est aussi structurelle, qui n'a jamais été subie depuis la libération. Et puis, il y a une lente et longue érosion du lectorat, notamment pour ce qui est de la presse quotidienne. Mais, à travers le JD, nous venons d'organiser récemment le 3e observatoire de l'écrit, qui nous permet chaque année de vérifier l'état de santé de chacune des familles de la presse. Or, on s'aperçoit, quand on y regarde de près, que le tableau n'est pas si noir, on le dit, et que certaines formes de presse se portent bien, notamment dans la presse magazine. La presse magazine, en règle générale, se porte assez bien, la presse spécialisée se porte assez bien. Il y a des familles qui se portent même très bien, comme, vous l'imaginez, la presse télévisée, ou la presse de la santé, ou la presse familiale. Il y a des familles de presse qui vont bien. Si la presse est malade d'elle-même, j'entends par là que elle ne sécrète pas les anticorps qui lui permettraient de guérir de ses affections. Et je crains même qu'elle ne continue de sécréter les mêmes microbes qui ne font qu'aggraver son état. Soyons francs, la presse, depuis de nombreuses années, a beaucoup trop joué sur le marché de la publicité. La presse, c'est une bête qui vit avec 2 jambes et 2 béquilles. Il y a une béquille publicité et une béquille diffusion, distribution. Mais il y en a une qui est beaucoup plus courte que l'autre. Et il y en a une, dans certains cas, qui est beaucoup plus courte que l'autre, notamment la béquille publicité dans le secteur national. Ce qui fait que lorsque la récession arrive, passez-moi l'expression, le journal se casse la gueule, parce que effectivement, la béquille la plus courte ne supporte plus l'édifice. Et c'est cela la faute qui a été commise, battons-nous la culpe fermement, et au moins 3 fois. Nous avons oublié qu'il y a 2 marchés dans la presse, qui est le marché du lecteur et le marché de la publicité, mais que le premier marché, c'est celui du lecteur. Alors, comme je ne néglige pas de faire dans la provocation, vous savez bien, je redis à mes collègues, eh bien, si on se mettait à faire des journaux que les lecteurs aiment lire. Vous savez, des succès comme ceux des journaux de M. Axel Gans, ou sans aller chercher d'ailleurs parmi les grands professionnels allemands, mais ne serait-ce que des journaux comme ceux de M. Ayache, qui est un succès français, ou, si vous permettez de me citer, un succès comme celui du Figaro Magazine, qui est quand même un des beaux succès de ces 15 dernières années, c'est sans doute parce qu'on a d'abord fait un journal pour les lecteurs.
On a pris une bonne rédaction, des bons journalistes, on a fait un bon journal, on a eu des bons lecteurs, et à partir de là, on a eu de la publicité. C'est ça la bonne démarche, et non pas le contraire. Oui, parce que il est frappant de voir, quand on consulte les chiffres, on s'aperçoit qu'en moyenne, les publicitaires dépensent 4 fois plus que les lecteurs dans la presse écrite. On investissent 4 fois plus par ménage. C'est-à-dire qu'en gros, on peut dire, ou en tout cas 3 fois plus, en gros, on peut dire que la statistique nous indique que chaque ménage français dépense en gros à peu près 700 francs par an en journaux de presse écrite, alors que la publicité investit environ 2500 francs par ménage dans la même presse écrite, ce qui donne un poids... Certes, mais là, sur ce point, nous sommes très très loin derrière nos partenaires européens. Notamment en Allemagne, l'investissement publicitaire par tête d'habitant est plus du double, du triple, je n'ai pas le chiffre exact sous les yeux, de l'investissement publicitaire par tête d'habitant en France, dans les pays nordiques également. Le taux de pénétration également, c'est-à-dire le nombre de journaux lus aux 1000 habitants, surtout alors en presse quotidienne, nous sommes très loin derrière nos partenaires européens. Il y a là des progrès à faire, et encore une fois, c'est peut-être parce qu'il faut que nous pensions d'abord aux lecteurs. Alors, paradoxalement, il apparaît que, paradoxalement ou pas paradoxalement d'ailleurs, après tout, il apparaît que le projet d'aide automatique à la presse quotidienne qui est en train d'être mis en place et dans lequel vous allez avoir votre mot à dire, je crois, consiste directement à financer par priorité ou à aider par priorité les titres qui ont connu une perte d'au moins 5% de leurs recettes publicitaires au cours de l'année. Un peu bizarre d'exclure d'une aide à la presse des journaux qui justement ne vivent que de la vente à leurs lecteurs. C'est vrai qu'il y a là une injustice. Bon, c'était, reconnaissons-le, extrêmement difficile de trouver un critère qui permette vraiment de corriger toutes les injustices et qui nous mette à l'abri de toutes les injustices. Je l'avoue, j'y ai moi-même réfléchi. Nous n'avons pas été beaucoup concertés d'ailleurs là-dessus, mais bon, le système qui a été adopté, je dirais qu'il vaut ce qu'il vaut. Il vaut déjà parce qu'il existe. Et vous me permettrez quand même de souligner que c'est bien la première fois que j'entends un ministre de la Communication et un gouvernement parler de la priorité à l'écrit avant de parler de la télévision. C'est la première fois, quels que soient les régimes en place depuis 20 ans. Donc, ils ont pris conscience de la gravité de la crise, compte tenu de la situation économique générale, je dirais que l'aide qui est apportée, 150 millions en 93, 50 millions en 94, à la limite, disons-le, c'est méritoire. Mais je continuerai de me battre pour rappeler une revendication qui me paraît vraiment la plus simple et celle-là la plus juste, parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne peut pas être totalement juste, ou alors ça conduit à un saupoudrage extrêmement restreint. L'aide la plus juste et la plus simple que le gouvernement puisse nous apporter, c'est de passer au taux zéro la TVA sur le prix de vente du journal. Actuellement en France, tous les journaux sont au taux de 2,10 sur leur vente. Dans 5 pays européens sur 12, il y a déjà 5 pays qui pratiquent le taux zéro. Ça serait là un ballon d'oxygène, bien sûr un taux zéro pour toutes les formes de presse, sans exception. C'est sans doute la forme la plus simple de nous aider, la façon la plus simple de nous aider. J'ajoute que ça ne coûte pas une fortune, puisque cela doit représenter, d'après les calculs du ministère de la Communication, environ 700 millions de francs.
qu'est-ce que c'est que 700 millions de francs sur le budget de l'État? Qu'est-ce que c'est que 700 millions de francs par rapport au budget d'une chaîne comme Arte, dont je ne pense pas de mal d'ailleurs, c'est bien qu'elle existe, mais si on fait un rapport aux 1000 téléspectateurs ou aux 1000 lecteurs... Je ne sais plus quel député disait qu'on ferait des économies en faisant porter tous les jours une cassette enregistrée en taxi à chacun des... C'est le patron de Canal+, qui disait ça. Ah oui, c'est Rousselet, c'est pas un député, c'est M. Rousselet. C'est une bonne idée, je trouve. C'est une bonne idée. En tout cas, ça nous permet surtout de faire de la comparaison et de dire 700 millions de francs pour l'écrit, c'est peu de choses au regard du budget de l'État. Et surtout, je pense que là, il y aurait une efficacité totale, parce que un des mots qui nous frappe, c'est que nous sommes trop chers. Si on peut réduire le taux de TVA, ça ne permettra peut-être pas de réduire le prix de vente des journaux, mais en tout cas ça permettra de ne pas l'augmenter. Il y a un succès en ce moment en presse, dans la presse quotidienne, c'est le Parisien. Le JD l'autre jour a distribué ce qu'on appelle les étoiles de l'OJD, c'est-à-dire que c'est un trophée qui vient récompenser le titre qui s'est illustré par la plus belle progression de ses ventes, de sa diffusion en 92 par rapport à 91, et le Parisien a remporté la palme des quotidiens nationaux avec une progression de plus 3,9%, ce qui est tout à fait exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas augmenté leur prix de vente depuis 7 ans, et aussi parce qu'ils ont fait un effort rédactionnel et un effort de proximité dans l'information. Voilà l'explication. Mais Jean-Mieux, quand vous dites que la presse est trop chère, en même temps, cette situation est inexplicable, parce que le fait même que la publicité finance pratiquement à 80% les journaux, et souvent à 100%, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui arrivent en kiosque, complètement payés par la publicité, la participation du lecteur servant à faire un bénéfice, et surtout à payer la distribution d'ailleurs. Alors, si les journaux sont trop chers, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, puisqu'on vend déjà au prix minimum? Quand je dis que les journaux sont trop chers, je pense d'ailleurs surtout à la presse quotidienne. Il y avait un quotidien national à 6 francs, 7 francs, c'est extrêmement cher et lourd pour une famille à faibles ressources ou pour un étudiant. Là, il y a le poids du coût de la fabrication. C'est ce qui explique d'ailleurs le plan social que la presse parisienne est en train de mettre en place, qui va permettre de rejoindre là aussi les normes européennes. Quand vous comparez le coût de fabrication d'un quotidien français à celui d'un quotidien britannique ou allemand, vous vous apercevez que c'est le double. Le double. Je le précise, à modernisation égale et avec des matériels tout à fait équivalents. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a le poids du syndicat du livre qui se fait encore sentir, parce que la modernisation en France a été beaucoup plus lente et beaucoup plus longue qu'en Angleterre. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 méthodes pour moderniser un journal. Il y a la méthode Murdoch, qui consiste à fermer un journal du jour au lendemain, à fermer une imprimerie, en ouvrir une autre avec les ratios de productivité et les ouvriers que vous avez choisis, sans vous préoccuper des problèmes sociaux que ça peut poser. Et puis il y a la méthode presse parisienne, qui est une méthode qui a permis quand même, rappelons-le, en 10 ans, de réduire les effectifs de moitié, mais ce qui n'est pas encore suffisant. Car si nous utilisons aujourd'hui de manière optimale les matériels qui sont à notre disposition, il est bien évident qu'il y a des métiers qui disparaissent complètement dans le secteur. D'ailleurs, quand vous nous dites que la presse parisienne a plus de préoccupations sociales que M. Murdoch, ça c'est absolument certain, mais une des raisons aussi qui explique ces préoccupations sociales, c'est que
le syndicat du livre n'est pas du tout disposé, n'a jamais été disposé à laisser ses préoccupations sociales passer au deuxième plan, et qu'il a su imposer sa loi quand il l'a voulu d'une façon très efficace. Donc en fait, probablement qu'une des raisons de la mauvaise situation de la presse aujourd'hui, c'est cette espèce de blocage dans l'évolution à la fois des personnels et des équipements des journaux. Oui, je dirais que c'est un des facteurs, ce n'est pas le facteur prédominant. Ça n'existe nulle part ailleurs en Europe, cette situation. Si. Il y a eu, souvenez-vous, en Angleterre, il y a eu pendant très longtemps un poids des syndicats de l'impression extrêmement lourd. Mais il faut dire que M. Murdoch a été considérablement aidé. Il a été aidé par Mme Thatcher. Quand les grèves de solidarité sont illégales, quand un patron de presse peut exiger des dommages et intérêts pour fait de grève, et quand vous avez la police devant la nouvelle imprimerie pendant 2 ans pour faire respecter la liberté du travail, c'est beaucoup plus facile. Bon, on a vu en France avec Ayache. Par exemple. Alors, j'ajoute que ce n'est pas non plus dans notre tempérament. Enfin, pour ma part, j'ai toujours préféré une solution négociée à une solution de force. Je pense que c'est plus durable, mais ça présente un inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus lent. Mais aujourd'hui, je crois pouvoir vous dire que le syndicat du livre a pris conscience de la gravité de la crise et certes, ils sont sous le coup là, du nouveau plan social que nous proposons, mais je crois qu'ils ont pris conscience que c'était ça ou la disparition de certains titres. Car il y a des titres qui sont menacés de disparaître. Alors il y a un autre aspect, on a évoqué le syndicat du livre et son rôle dans la situation actuelle. Il y a une autre organisation, une autre structure qui a un rôle qu'on peut discuter, qu'on peut contester, semble-t-il, c'est la structure de distribution, c'est-à-dire les NMPP. Alors, est-ce que la situation de la distribution de la presse aujourd'hui vous paraît satisfaisante? Est-ce qu'elle ne vous paraît pas un des éléments importants de la crise? Et si c'est le cas, quel remède voyez-vous? Alors, quand je parlais tout à l'heure de la mévente des journaux, et en particulier des quotidiens nationaux, j'évoquais déjà 2 raisons. En fait, il y en a 3. La première raison, parce que je suis journaliste, consiste à me dire, mais c'est peut-être parce que je fais des journaux qui les ennuient. La deuxième raison, c'est parce qu'ils sont trop chers. Et la troisième raison, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment distribués. J'entends par là que forcer un lecteur à attendre son journal à l'heure du passage du facteur qui vient en général vers midi, ce qui fait que vous lisez le soir un journal qui est totalement périmé. Nous avons, nous, non pas un jour de péremption, mais une heure de péremption. Ou bien forcer le lecteur à aller sous la pluie acheter son journal au kiosque, c'est comme si on vous demandait de fabriquer l'électricité pour regarder la télé. Ce qui fait la force des journaux de province, je ne veux même pas au Japon ni aux États-Unis, ce qui fait la force des dernières nouvelles d'Alsace, c'est 85% d'abonnés portés à domicile avant 7 heures du matin. C'est ce qui fait que à Paris, le Figaro, le Monde, le Parisien font un effort considérable en matière de portage. Alors, le système NMPP, vous savez qu'il ressort d'une loi, c'est la fameuse loi Bichet de 1947, et cette loi a instauré un système coopératif. Ce système coopératif a une vertu, c'est je dirais qu'il favorise le pluralisme, dans la mesure où il conduit à une égalité de traitement, que vous soyez un journal riche ou un journal pauvre, vous serez distribué, mis en vente dans les mêmes conditions, même si on ne peut pas parler d'égalité, ne serait-ce qu'à partir du moment où vous avez 3500 titres, vous ne pouvez pas tous être en première ligne. Mais il a cette vertu, c'est de favoriser le pluralisme. En revanche, il a un défaut rédhibitoire, c'est qu'il est très cher. Quand j'explique à un fabricant de savonnettes ou d'automobiles que pour distribuer son produit, ça va lui coûter la moitié de son prix de vente, comme dans la presse, puisque
le coût de la distribution d'un quotidien, c'est d'environ 40% du prix de vente. Inutile de vous dire que ces industriels-là me regardent comme on regarde un demeuré en disant « Monsieur, là, on ne comprend pas bien ce que vous nous dites ». Non, non, ça coûte 40% du prix de vente. Alors c'est un poids gigantesque, ça exige donc un effort de modernisation qui, je tiens à le souligner, a été très largement entrepris depuis plus de 3 ans, depuis la grande bataille des NMPP de Noël 89, souvenez-vous, où pendant 8 jours, la presse a cessé d'être distribuée. Il y a eu depuis des progrès de fait, et il y en a d'autres qui sont en cours. Il y a eu une longue étude qui a été conduite par un comité d'idées sages qui s'est penché sur le problème. Il y a actuellement au sein des NMPP un groupe de travail qui étudie comment on peut, tout en restant dans la philosophie de la loi Bichet, comment on peut améliorer la distribution des journaux, comment on peut démultiplier le réseau tel qu'il existe, comment on peut faire en plus une tarification un petit peu en fonction du service rendu. Tout ceci est à l'étude et je pense que très rapidement maintenant, on va pouvoir passer à des choses plus concrètes. Est-ce que le problème du monopole de la Poste se pose? Parce qu'il y a aussi un problème du rôle de la Poste dans la distribution de la Poste, dans le service des abonnés. Problème qui est de nature pratique, c'est-à-dire effectivement, comme vous le soulignez, le retard dans la livraison des journaux, retard qui est structurel. La qualité du service. Deuxièmement, la qualité du service. Deuxièmement, le coût, qui est quand même très important. Et puis, troisièmement, ce fonctionnement général Alors là, il y a eu l'année dernière un accord signé, un protocole d'accord entre la presse et la Poste, auquel nous restons très attachés. Il y a un principe qu'on appelle le principe des accords Laurent, selon lequel la presse supporte 33% de son coût de distribution, la Poste et l'État se débrouillant pour les 2 tiers qui restent. Je dirais à la limite que ce n'est plus notre problème. Et nous sommes particulièrement vigilants à faire respecter cette règle du tiers du coût supporté par la presse, avec une immense difficulté d'ailleurs, qui est de savoir exactement ce que coûte le transport de la presse. Car cela exigerait une comptabilité analytique qui de toute évidence n'existe pas. On a des chiffres extrêmement variables, mais c'est un des points de débat avec la Poste très important, ainsi d'ailleurs que la qualité du service. C'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, 20 ans, il y avait ce qu'on appelait le matin la distribution des imprimés, qui fait qu'avant 7 heures du matin, on distribuait les imprimés et les journaux. Aujourd'hui, cela n'existe plus et la tendance de la Poste serait plutôt de nous dire « bah oui, mais si on refait ça, ça va coûter plus cher ». Or, nous considérons que le transport des journaux, c'est un devoir de la Poste parce que c'est un service public. Là, il y a un autre aspect quand même dans ce rôle de la Poste, c'est ça nous ramène à la question de la publicité. Vous allez dire que je fais une fixation parce que je fais un journal sans publicité, donc quand on n'a pas, c'est toujours l'histoire des raisins verts, quand on n'a pas, on trouve toujours que ceux qui ont sont dans leur tort, mais il n'en reste pas moins que quand on fait livrer un journal, que ce soit un quotidien ou un hebdomadaire, mais prenons l'exemple d'un quotidien, dans lequel la part de la publicité, les pages publicitaires représentent 20, 30 ou 40% de la pagination générale, on achemine avec des conditions financières réservées à une activité d'information et une activité culturelle, qui est la presse, on achemine ce qu'il faut bien appeler du catalogue publicitaire. Oui, je me permettrai de vous rappeler quand même que la publicité elle-même est taxée et que la publicité c'est aussi de l'information. Alors c'est vrai, je sais que comme je parle à un journal, hélas sans publicité, mais ça viendra peut-être. Si vous allez voir, vous aurez de bons lecteurs et de nombreux bons lecteurs, vous aurez de la publicité. Les bons lecteurs sont là, c'est les nombreux lecteurs qui manquent. Ça viendra. C'est la rançon du talent. Vous aurez de la publicité, mais c'est vrai que la publicité c'est aussi une information. Les petites annonces c'est de l'information, la publicité commerciale c'est de l'information.
dans la mesure où nous respectons les règles, c'est-à-dire où on ne devient pas, comme vous disiez à l'instant, un catalogue publicitaire. Et vous le savez, à cet égard, il y a une commission qui existe, qui s'appelle la commission paritaire des papiers de presse, qui fait que vous pouvez bénéficier d'un numéro de commission paritaire et par conséquent d'un tarif postal préférentiel, à la condition de respecter les règles, qui sont des règles strictes. Qui sont des règles très strictes, mais en même temps un peu surréalistes, parce que par exemple, on sait que quand on fait une page littéraire, la mode s'est installée, l'habitude s'est installée, pour faciliter simplement le travail du lecteur, de donner le titre du livre, le nom de l'éditeur, souvent la pagination du bouquin, parce que c'est une espèce d'automatisme, et le prix du livre. Eh bien, la commission paritaire considère qu'un article qui indique le prix d'un livre, c'est un article publicitaire. Oui, c'est, disons, une des exagérations, mais qu'on est en train de combattre. Je pense à la fois que la commission paritaire doit être plus rigoureuse, parce qu'on ne peut pas demander le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je crois que si nous demandons l'aide de l'État, c'est une chose, mais encore faut-il que nous respections des règles. Et il y a une autre condition d'ailleurs, que je vous donnerai en conclusion. La commission paritaire doit être encore plus vigilante qu'elle n'est, mais en même temps, elle doit cesser de faire la confusion entre l'information, qui doit être la plus précise possible, et la publicité. Lorsqu'il y a un journal qui vous présente, par exemple, 50 modèles d'ordinateurs ou 25 voitures de la même catégorie en indiquant le prix, le nom du constructeur, voire l'endroit où on peut les trouver, ce n'est pas de la publicité, c'est de l'information. Ça s'appelle un banc d'essai. C'est de la publicité si l'annonceur a payé pour ça. C'est autre chose. Mais s'il n'a pas payé... C'est un article rédactionnel, voilà. C'est de l'information. Donc je voudrais vous dire en conclusion que, la presse, j'insiste, est sans doute plus malade d'elle-même que de la conjoncture. Et puis la conjoncture, on finit toujours par toucher le front et par remonter. Et donc aujourd'hui, elle se tourne vers l'État, et elle s'y tourne un peu trop souvent, et en tant que président de la fédération, je tiens à le souligner, je ne jouerai pas les pleureuses. Il n'y a à mes yeux qu'une seule raison qui justifie l'aide de l'État vis-à-vis de la presse. Parce que la presse est une industrie comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'on aide, apparemment, il n'y aurait pas de raison que l'on aide la presse plutôt que la savonnette ou le textile. Mais il y a une raison, c'est que si nous sommes une industrie comme les autres, qui subissons rigoureusement les mêmes lois économiques que n'importe quelle autre industrie, en revanche, nous ne sommes pas une marchandise comme les autres. Et la presse, c'est un produit de l'esprit. Je cite volontiers Camus qui rappelait que la presse, c'est la conscience d'une nation. Alors c'est à ce titre-là, à ce titre seulement, que nous pouvons justifier l'aide de l'État. Et puis, la deuxième condition, sans laquelle l'aide de l'État ne serait pas acceptable, c'est que la presse se prenne par la main et trouve les moyens, par elle-même, de vaincre la récession et de regagner des lecteurs. Ça, c'est notre devoir. Merci Jean Miot. Avant de vous libérer, je voudrais vous demander de vous présenter, parce qu'on sait que vous êtes président de la Fédération de la presse nationale, mais au fond, en dehors des milieux professionnels, où vous êtes une manière de célébrité, une manière de haute personnalité, encore, sans jamais, comme vous disiez, sans jamais vous prendre au sérieux, j'aimerais bien pour les auditeurs de Radio Courtesy, vous nous disiez en quelques mots qui vous êtes, quelles sont vos passions, quels sont vos domaines d'intérêt. Écoutez, la première chose qu'il convient de souligner, c'est que je suis berrichon et que je m'en vante. Je suis le dernier amant de Georges Sand. Position d'ailleurs plus facile à tenir que celle de mes prédécesseurs. Vous avez commencé très jeune, mais ça ne devait pas être trop fatigant. J'ai un certain nombre de passions dans la vie, la presse bien sûr, mais vous pouvez y rajouter la gastronomie, ça se voit d'ailleurs quand on me regarde, l'œnologie, la musique, parce que mon vieux père était accordeur de piano et professeur de musique, ce qui fait que il y a une grande tradition d'harmonie dans la famille. Vous êtes accordeur de syndicats et de patronat. Ça doit être effectivement un atavisme paternel. Et
Donc je crois qu'on peut résumer en disant que j'ai un goût de la vie, tout simplement, et des belles et bonnes choses. J'irai pas jusqu'au troupeau d'Épicure, mais pas loin. Quel effet ça fait je me suis toujours interrogé là-dessus, je crois que vous êtes un des rares hommes en France, dans la presse en tout cas, qui n'est pas d'ennemi déclaré. Je dis bien déclaré. Déclaré. Alors quel effet ça fait de ne pas avoir d'ennemi déclaré? On n'a pas l'impression de vivre à l'intérieur d'un édredon? Dieu merci d'ailleurs, Dieu merci, j'en ai quelques-uns qui se dévoilent assez régulièrement. Non, rassurez-vous, j'en ai, vous connaissez la vieille formule, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Non, j'en ai un certain nombre, Dieu merci. Sinon, effectivement, je serais profondément inquiet. Merci Jean-Méo, et bon courage. Je ne dis pas bonne chance, mais j'en pense pas moins. Merci à vous. Eh bien, c'est à moi. C'est à moi, j'avais même pas remarqué que c'était à moi, j'avais pas vu que c'était allumé. Il s'est dit 2-3 choses pas négligeables dans cet entretien. Alors, vous allez me dire, ça ne concerne que les professionnels. Je crois pas. Je crois que la situation de la presse concerne absolument tous les citoyens, en tout cas tous les lecteurs de journaux, bien sûr. Et on va parler maintenant avec un directeur de journal, d'ailleurs, qui n'est autre qu'un invité périodique, comme le journal qu'il dirige. Qui est, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que la dernière fois que j'ai utilisé ce mot-là, ça m'a coûté cher. Qui est le président Basile de Kock. Bonsoir président. Bonsoir docteur. Alors président Basile de Kock, je rappelle que vous êtes le publicateur, l'éditeur, le directeur, le responsable judiciaire, d'un magazine périodique à périodicité extrêmement variable comme le Pas de la Vis du même nom. Et oui, et comme le compte en banque du même nom. Qui s'appelle Jalons. Et qui a un sous-titre qui est le magazine du vrai et du beau. Dans ce monde de laideur et de mensonges. Oui. Alors, ce jalon, je signale, tiens, on va mettre un petit coup de cloche. Ça veut dire, à partir de maintenant, c'est tout au 2e degré. Là, je préviens parce que des fois, il y a des malentendus. Alors, si j'ai bien compris, et d'ailleurs vous le dites dans votre éditorial, qui est intitulé Jalon avez vu juste, vous maintenez la ligne politique, vous maintenez ferme et droit la ligne politique du journal, puisque vous nous dites, nous avons soutenu le gouvernement socialiste jusqu'à l'extrême limite de ses forces, aujourd'hui nous sommes aux côtés de la majorité libérale, hommes de principe, nous ne sommes pas de ceux qu'une alternance peut faire changer d'avis. C'est-à-dire qu'on nous a souvent accusés d'opportunisme, et c'est la critique la plus absconne que j'ai jamais entendue. Abscon, on s'en dit. Je suis désolé, monsieur. On est sur Radio Courtoisie, monsieur. Je vais vous le dire. Alors, soyez poli. Bon, donc, non seulement nous ne sommes pas opportunistes, mais nous n'avons jamais eu qu'une seule ligne, celle du consensus, c'est-à-dire du soutien au pouvoir démocratiquement élu par la majorité des Français, quel que soit ce pouvoir. Voilà. C'est la seule ligne que vous avez. Il n'y a même pas de ligne de découvert à la banque. Ah si, bien sûr. Vous voulez parler de ligne de coke également, sans doute. Ah ça, je ne sais pas, je ne connais pas cet objet. En tout cas, donc voilà, votre ligne, elle est parfaitement définie. Cela dit, c'est la ligne, bien sûr, politique de consensualisme. Mais nous avons aussi des préférences éthiques et esthétiques qui nous ont toujours portés vers l'humanisme pompidolien. J'ai reproduit d'ailleurs la couverture d'un des tout premiers numéros de Jalon à l'époque où ce n'était qu'un petit fanzine et non plus le splendide magazine qu'on trouve dans tous les kiosques, très beau et pas cher. Et vrai. Et je rappelle que nous lancions déjà la campagne Pompidou 88 sur le thème Georges Pompidou, un président plus que parfait. Et à travers Balladur, c'est un peu, c'est beaucoup, c'est tout à fait la revanche et le retour de Pompidou. Oui, il faut bien insister là-dessus. Je crois que vous avez été, avec votre équipe nombreuse et insolvable, un promoteur et un précurseur plutôt, en lançant cette idée dès 1981, oui. C'est-à-dire moins de 7 ans après la disparition du président Pompidou. Le retrait volontaire. Le retrait volontaire du président Pompidou. Vous avez décidé de soutenir sa candidature pour les élections de 88. Vous vous étiez donné un septennat d'avance. Oui.
Et ça n'a pas suffi face aux ragots et aux rumeurs. Et c'est seulement maintenant que, par le truchement de son Excellence le Premier ministre, Édouard Balladur, nous retrouvons la grande idée pompidolienne, dont je dirais d'ailleurs au risque de choquer certains, que à travers la personnalité de Balladur, il y a une sorte de réconciliation du pompidolisme et du poérisme. Oui. Qui se sont, comme vous le savez, battus. On peut dire que si on avait fait dans les années 69, si on avait fait un clonage poéro-pompidolien ou pompido-poérien, on aurait aujourd'hui. Oui, c'est le fils. Le fils, c'est Balladur. C'est le fils naturel. Et alors, ça, ce n'est pas notre choix politique. Notre choix politique, c'est bien sûr d'être aux côtés de la majorité, quelle qu'elle soit. Mais notre choix éthique et esthétique, c'est effectivement cet humanisme pompidolo-balladurien qui est apparu à l'orée des années 60. Ces swinging 60s dans lesquels on peut trouver le fondement du balladurisme actuel et du balladurisme à venir, parce que nous sommes partis pour 30 nouvelles glorieuses jusqu'en 2023, si nous ne faisons pas de bêtises, comme disait Alain Perfit. Comme disait Alain Perfit, c'est ça. Donc voilà ce qui s'ouvre à notre avis, et nous avons un dossier pour l'expliquer, de De Funès à Maastricht, tradition et modernité, c'est l'esprit balladurien. Et cet esprit balladurien, c'est celui d'une France jeune et prospère, conciliant donc Dutronc et Messiaen, Malraux et Fernandel, Powells de Planète et le De Funès du Cornio. Pardon. Pardon. Oui, tout ça est fort intéressant. Je voudrais quand même qu'on parle un peu plus du journal, parce que la ligne politique de votre mouvement, parce qu'il y a une espèce de confusion qui s'installe entre le mouvement Jalon et ses différentes tendances. On sait que le mouvement Jalon est constitué c'est une espèce de front en fait de tendances diverses. Mais dans tous les mouvements démocratiques, il y a une organisation des courants et des tendances. Sous ma haute autorité. Et là, il y avait donc 12 courants politiques allant de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par le centre. Et il vient de se rajouter un nouveau courant, le cercle philosophique d'action contemplative, c'est-à-dire le CEPACON, qui est dirigé par Roger de Sisyphe. Et je crois que maintenant, nous avons absolument la totalité du spectre, pas au sens péjoratif, du spectre des opinions politiques et patapolitiques de la France actuelle. Alors donc, il ne faudrait pas confondre quand même Jalon, qui est un groupe d'intervention culturelle, et puis le magazine du vrai et du beau, qui est Jalon. Oui, mais c'est en quelque sorte l'organe de combat du groupe d'intervention culturelle. Alors, une question quand même qui me paraît, à laquelle il me paraît capital de répondre rapidement, c'est vous nous parliez du choix esthétique que constitue votre appui à la majorité actuelle, incarné par Monsieur Balladur. Oui, j'allais dire Pompidou. Ça finit. C'est à peine un lapsus. Mais c'est ça, c'est pour ça. Alors, quelle est l'importance des chaussettes rouges dans cet élan que vous avez vers... l'importance des chaussettes rouges. Vous savez, il y a chaussettes rouges et chaussettes rouges. Le malheureux Bérégovois portait également des chaussettes rouges, mais d'une qualité grotesque en acrylique. Alors, on a vu comment ça a fini. Ben oui. Alors que le président du conseil Balladur, lui, porte des chaussettes rouges signées Gamarelli, qui est le fournisseur officiel de la curie romaine. Et c'est pourquoi, on le surnomme le chanoine en raison de ses chaussettes de cardinal. C'est ce que j'explique dans mon éditorial. Je vois là un intersigne. Nous avons un nouveau Richelieu. La France a un nouveau Richelieu. Pompidou, Richelieu, Poher, ça fait quand même beaucoup de parrains pour un seul homme. Oui, mais c'est formidable, c'est surtout une nouvelle formidable pour la France. Et ce que je peux annoncer, c'est que toute forme d'opposition n'aura plus de raison d'être désormais, parce que il est clair que ce qui va se passer, c'est que en privilégiant la désinflation compétitive, Édouard Balladur va réussir à sortir du chômage, bien entendu. Et il est clair. Lui, personnellement, c'est déjà fait. Non, mais dans sa tête. Ah oui. Mais c'est un coup de billard à plusieurs bandes, car Monsieur Balladur n'est pas un imbécile. Il sait qu'on ne règle pas les choses sur le court terme. C'est pourquoi il faudra
qu'il faudra bien qu'il devienne président de la République dès 1995. Alors à propos de bande, d'ailleurs, parce qu'il faut revenir à Jalon, vous avez une rubrique, c'est un véritable journal, beau et vrai, et il y a une rubrique étranger dans laquelle vous rappelez une prise de position de Monsieur Juppé, qui me paraît nécessaire de rappeler à l'antenne, c'est que Monsieur Juppé a pris une position très en tant que ministre sur le conflit du Proche-Orient, le conflit du Proche-Orient, et il a appelé à la mise hors d'état de nuit rapide de la bande de Gaza, et même à l'arrestation de Gaza lui-même, si j'ai bien compris sa position, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous soutenez cette initiative? Eh bien, Monsieur Juppé est ministre des Affaires étrangères de Monsieur Balladur, donc nous soutenons Monsieur Juppé. Je signale d'autre part que vous faites une grande place dans votre revue du vrai et du beau aux actions humanitaires, et alors j'indique que vous rapportez plusieurs exemples d'actions humanitaires, dont un exemple qui est particulièrement frappant, malheureusement qui a mal tourné à la suite d'une erreur en informatique. Mais c'est l'intention qui compte. Mais l'intention seule compte. Il s'agit de l'interversion d'un convoi de blé et d'un convoi de morts aux rats à destination de la Pologne, que vous intitulez d'ailleurs avec beaucoup de générosité « Tragique méprise ». Oui. Mais je ne le lirai pas parce que c'est un peu long, mais il est intéressant de savoir que le gouvernement, en la personne de M. Sarkozy, a décidé de présenter des excuses à la société Ron Poulenc. Et de la dédommager du préjudice subi. Qui était exportatrice de Morora vers la Pologne. Oui, mais nous parlons effectivement de tout. Nous parlons du modèle italien, qui je crois est aussi un modèle porteur d'avenir en matière de défiscalisation, de partage du travail. Toutes ces pistes que nous explorons en France, eh bien là, dans tous ces domaines, l'Italie nous montre la voie. Avant l'interruption de 7h30 qui va intervenir dans une minute, je voudrais vous demander si vous ne craignez pas, comme je le crains moi, que l'irruption assez brutale finalement de Monsieur Balladur dans l'univers politicien porte ombrage à des personnages dont la destinée était toute tracée, comme je pense Monsieur Tapie, Monsieur Noir, Monsieur Léotard. Est-ce que vous ne croyez pas que Monsieur Balladur risque de priver la France de Messieurs Léotard, Noir et Tapie? Je pense pas du tout, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que le balladurisme, l'humanisme balladurien fera disparaître l'opposition, et que donc tout le monde pourra faire partie de la majorité à venir. Et quand la rigueur nécessaire sera terminée, on pourra constituer à nouveau des gouvernements de 60, 80, voire 100 ministres, et je ne vois pas pourquoi ne participeraient pas des hommes de qualité comme François Léotard, Michel Noir, Monsieur Fabius, Monsieur Mouillot, etc. dans un gouvernement d'union nationale. Président de Coq, j'ai le regret de vous faire savoir que votre intervention soulève une vive désapprobation de la part de très nombreux auditeurs, puisque j'ai jusqu'à présent 3 appels qui vous concernent directement. Je suis ému. Et vous avez oublié de redonner un coup de clochette. Je voulais... On donne. Voilà. Cette clochette signale le 2e degré. Bon. Alors, il faudra peut-être expliquer ce que c'est que le 2e degré. Je voulais signaler aussi à madame qui vient de parler qu'on ne reçoit pas du tout Radio Courtoisie dans l'île de la Reine Charlotte. Donc ça, c'est très faudrait faire un effort. Oui. Alors donc prenez note, Victoria, s'il vous plaît, de faire une réclamation auprès du CSA au nom des Charlottiens. À propos aux Charlottiens, un auditeur nous fait savoir d'une façon vigoureuse, mais honnête et correcte et polie, courtoise, dit-on. Courtoise, voilà, c'est le mot que je cherchais, que on ne dit pas pompidolien, mais on dit comme Mauriac, dulcipompien. Ce qui me paraît important à savoir. Et dorénavant, nous ne dirons plus balladurien, mais nous dirons rudibalien, qui est joli beau aussi. Oui, c'est joli. Oui. Hein, c'est plus joli rudibalien. Oui, j'aime assez, oui. J'ai peur que les larges masses ne comprennent pas, malgré tout. Alors, justement, question, puis après nous viendrons aux accusations graves qui sont portées contre vous par plusieurs auditeurs. J'adore les accusations au nombre de graves. 2. Est-ce que Jalon est destiné aux larges masses? Je ne suis pas sûr, parce que je me suis aperçu, à travers les questions qu'on me posait à la lecture du journal, qu'il fallait un certain niveau culturel pour lire le journal, car il y a des références à des choses, comme disait Victor Hugo, ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre avoir fait des études. C'était Victor Hugo qui disait ça. Oui, c'était Victor Hugo. Je crois que c'était Molière, moi. Non, pas vraiment. Mais enfin, ça fait la rien. même chose, Victor Hugo, Molière, tout ça, c'est du vieux. Alors, vous n'êtes pas fort d'histoire.
Et t'es bien à Radio Vecchia, toi, hein? C'est pas Radio Nova ici. Bon, alors les accusations portées contre vous sont de 2 ordres. Pour l'essentiel, le premier ordre, c'est un auditeur qui dit, Monsieur de Kock, Monsieur le président de Kock est un personnage peu recommandable. C'est parfaitement juste. qui a écrit un article faux contre Monsieur Juppé qui a démenti. Monsieur Juppé n'a jamais dit qu'il était pour la bande de Gaza. Je crois que là il y a un malentendu parce qu'en fait... Mais c'est terrible parce qu'il s'agit pas du tout de ça. Moi je reproduisais simplement les propos de Monsieur Juppé dans le Bombay Times sur le conflit du Proche-Orient. Monsieur Juppé a estimé que pour en finir avec le conflit au Proche-Orient, il fallait que le déblocage vienne des 2 côtés. Et il a donc proposé... d'une part, qu'Israël renonce à ses prétentions sur les territoires occupés, et d'autre part, il s'est prononcé pour la plus grande fermeté vis-à-vis de la bande de Gaza, voire pour l'arrestation de Gaza lui-même. Oui. Donc je n'ai pas écrit d'article, M. Juppé n'a pas démenti, je me contente de rapporter les faits tels qu'ils sont. Crus et bruts. Voilà. Dans Jalon, qui est un magazine qui est en vente partout, 25 francs seulement. Même dans les kiosques. 5 francs moins que l'événement du jeudi. 5 francs de plus. Alors, deuxième accusation, peu de foutre. Monsieur le président de Kock, non là ils disent pas comme ça, ils disent de Kock reçu à Ici et Maintenant chez Gérard Lemaire, tient un autre discours que lorsqu'il est reçu chez Serge de Beckett. Ça c'est absurde, c'est comme si on disait que je faisais 2 journaux, vous pouvez me reprendre là, j'ai fait une faute. Non, j'ai pas entendu. Mais bon. Ça m'a pas frappé en tout cas. Ah, une faute de français? Oui. Bon, mais là, je suis pas très fort. C'est comme si on disait que je fais 2 journaux différents, un pour aller à Ici et Maintenant, un pour aller à Courtoisie, et comme je vais aussi à Ado FM, la radio des jeunes, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un jeune, monsieur. Oui, je sais, les banlieues en sont pleines. Bon, il y a pas que les banlieues, monsieur. Ah, il y en a aussi en ville? Ouais. J'ai pas remarqué. Il y en avait même à la maternelle de Neuilly. Bon, c'est complètement abscon de dire ça. Vous savez, j'ai suivi votre conseil sur le. Oui, j'ai remarqué. Oui. Alors, notre discours est toujours le même et c'est normal d'ailleurs. Parfaitement incohérent. Comment? Quel que soit le micro dans lequel il s'exprime, c'est ça que vous voulez dire. Je vous ai pas demandé de m'interrompre. Bon, pardon, excusez-moi. Mais je suis déjà agressé par vos auditeurs. Oui. Alors, s'il entend des choses différentes, c'est sans doute qu'on me pose des questions différentes. Je peux pas répondre comme Georges Marchais la même chose à toutes les questions. Ce qui me permettrait de vous dire, ça n'était pas la question, et à ce moment-là, vous répondez, oui, mais c'est ma réponse. Bon, en revanche, les valeurs et l'humanisme pompidolo-baladurien que nous développons depuis toujours dans le journal, même avant sa création, je vois pas très bien comment je pourrais dire le contraire d'un micro à l'autre, et pas seulement à Ici et Maintenant, mais aussi à Ado FM, à Nova et dans toutes les radios où on vous invite. Où on est assez et même aussi dans les aimable pour vous inviter. Même aussi dans les grandes radios. Ah bon, parce que nous c'est pas grand. C'est gentil. Vous êtes pas reçu à l'île de la Reine Charlotte. Je suis désolé. C'est vrai qu'on est dans une loge de concierge. Alors pour terminer, pour terminer? Je voudrais vous corriger. Et mon gala. Justement, c'est de ça que j'allais parler. Je voudrais vous corriger sur un point. Vous avez dit Pompidolo-Baladurien. Il faut dire Dulcie Pompo Rudibalien. Oui, on va perdre des auditeurs là. C'est fini, on peut plus en perdre. Ils sont déjà tous partis. Et alors donc, à l'occasion du 60e jour de redressement national. Oui, parce que nous avons par décence commencé le redressement national une semaine après le décès de Pierre Bérégovoy. Sinon, on pourrait dire que ce sont les 100 jours du baladurisme. Mais ça aurait peut-être une connotation péjorative que nous avons voulu éviter. Et d'autre part, il y a eu, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, un délai de décence pour faire le bilan de la gauche. C'est vrai. On a attendu une semaine après le suicide de Pierre Bérégovoy. Donc, nous organisons, avec son Excellence le Premier ministre, une soirée de gala pompidolo-baladurienne, comme on disait avant qu'on change. Avant que Mauriac n'intervienne à l'antenne. Voilà. Alors, donc, cette soirée de gala se tiendra au bain de Ligny, ce qui inspire à une auditrice une question qui me paraît quand même mériter une citation à l'antenne. Cette dame nous dit qu'elle va se rendre à la piscine de Ligny à l'invitation du président de Kock le lundi 5 juillet 1993 à partir de 20h30. Et elle demande si elle peut venir avec un monokini à fleurs.
Oui, bien sûr, car le monokini perçait déjà, si j'ose dire, dans les années 60. Déjà, le monokini perçait sous Pompidou. Et je vous rappelle qu'un de nos slogans à l'époque, c'était « Nous sommes tous des soutiens Georges ». Cela dit, tout le monde peut venir avec son maillot de bain, d'autant plus que nous aurons un certain nombre de jeux comme la tête et les jambes, qui est un jeu inventé du temps du président Pompidou, avec des épreuves de natation et de culture générale pompidolienne. C'est un peu la même chose d'ailleurs. Ben non, il y aura les deux choses, c'est-à-dire que il y aura des questions concernant la culture générale des 5e République. Et si la tête ne répond pas, il y aura quelqu'un, c'est-à-dire les jambes, qui devra le rattraper en sautant dans la piscine pour rattraper le corps de Robert Boulin. Donc ça se passe de très bon goût. Merci beaucoup. Ça va encore nous faire monter dans l'estime de nos auditeurs. Ça se passera donc lundi. Un coup de clochette, peut-être. Oui, non, mais ça, il est donné moralement. C'est pas un coup de clochette, c'est plutôt un coup de bourdon. Là. Donc ça se passera lundi 5 juillet prochain, 1973, non pas 73 bien sûr. À partir de 20h30, il ne sera pas servi dans le cas. Il est prudent de réserver son souper dans un restaurant proche, la Serre, Maxims ou Le Doyen. Indiquez-vous sur la carte qui n'est pas une carte d'invitation puisque le prix est de 120 francs. 120 nouveaux francs, monsieur. 120 nouveaux francs. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Participation au déficit de l'entreprise. Bon, je précise qu'il y aura aussi quand même quelques allocutions de personnalités de l'UDR, des Républicains indépendants et du Centre Démocratie et Progrès de Jacques Duhamel. La SFIO n'est pas conviée. Ah ben non, au contraire, puisque c'est sur le thème non à l'aventure socialo-marxiste et oui au progrès dans l'ordre. Bien, eh bien écoutez, alors donc rendez-vous le 5 juillet à la piscine de Ligny. Tenue gris en principe de rigueur avec maillot de bain assorti. Et rendez-vous dans les kiosques pour acheter jalons. Et puis pour conclure, car moi je conclus, je voudrais vous rassurer, votre famille est à l'écoute et je vais vous en donner la preuve immédiatement. Félicitations à Serge de Beckett chez Basile de Kock. Au moins, on se détend. Je m'amuse. Ça c'est un appel. Un autre appel. Qui a appelé je m'amuse beaucoup. J'aimerais entendre plus souvent Basile de Kock. Un troisième appel. Félicitations à Jalon. On passe un bon moment et on en veut encore. Et un quatrième appel qui est virus de poule envoie Basile de Kock se faire cuire un œuf. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ah ça c'est quelqu'un qui a tout compris. Mais en tout cas j'ai transmis le message. Bon. Merci président de Kock. Mais c'est et à dans quelques années pour la sortie du numéro 10 parce que là c'est le numéro 9. Ça c'est de la polémique ça, où je m'y connais pas. À la prochaine fois en tout cas. Cela dit, dès qu'on aura trouvé du fric, on deviendra mensuel. De l'argent s'il vous plaît. Pardon. Le fric n'existe pas comme les flics. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Si vous permettez, je me tourne maintenant vers Marie-Josée de Bravoura pour la saluer. C'est pas une chose, c'est une dame. Oui, mais on va parler de choses sérieuses. Ah, pardon. Alors, mais avant, on enlève la clochette. Enfin, c'est quand même ralent. Alors non, vous éprouviez besoin de vérifier, de le dire à l'antenne. Ils le savent. Ah bon, il parle de choses à propos de vous. Moi, j'essaye de vous défendre, mais la galanterie n'est plus de mise, je vois. Alors, il y a... Eh bien, messieurs les censeurs, pour ça. Il y a quand même un auditeur qui n'est visiblement pas de votre famille qui dit « Ça devient franchement rasoir. Serge pense à autre chose en posant ces questions. »